Elle vivait dans une résidence de 200 appartements au bord de l'une des routes les plus fréquentées de la banlieue de Sydney, en Australie. Et pourtant, personne ne va remarquer des semaines durant que ces deux femmes sont mortes. Elles sont sœurs et habitaient l'appartement 115. Il n'y a ni trace de coups, ni trace d'effraction. Commence alors l'affaire qu'on appellera plus tard le mystère de la chambre 115. Découvrez aujourd'hui la triste histoire des sœurs Alceli. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et direction l'Australie cette semaine dans la banlieue de Canterbury au sud-ouest de Sydney. Un gestionnaire d'immeuble, un certain Michael Baird, s'impatiente. Les locataires de l'appartement 115 ne payent plus leur loyer. Elles ont pourtant déménagé récemment en novembre dernier, il y a donc quelques mois de cela. Elles en sont au point où elles doivent s'acquitter d'un retard de loyer de tout de même 5 000 $. Et le gestionnaire a beau les relancer, elles ne répondent pas et les impayés s'accumulent depuis la mi-mars. Et excédé, le gestionnaire a lancé une procédure d'expulsion courant mai 2022 et un avis d'expulsion devait être remis aux sœurs par les forces de l'ordre le 7 juin 2022. À cette date, une patrouille se déplace alors sur les lieux pour ce qu'il pense être un contrôle de routine et donc la remise en main propre de cet avis d'expulsion. Et donc, les locataires sont deux sœurs, Asra Abdullah Alceli, 24 ans, et sa petite sœur, Amal Abdullah Alceli, 23 ans. Et elles sont toutes les deux originaires d'Arabie Saoudite et elles sont arrivées en 2017 en Australie. Elles étaient alors respectivement âgées de 18 et 19 ans. Et les deux sœurs sont très discrètes. La plupart des voisins ne savent même pas qu'elles habitent l'immeuble tant elles ne sortent jamais. Et en arrivant à hauteur de l'appartement 115, les policiers remarquent une accumulation de courriers. De toute évidence, cela fait bien longtemps que les deux sœurs ne ramassent plus leurs courriers. C'est déjà bizarre. Ils frappent à la porte et comme personne ne répond, ils décident de pénétrer de force dans le domicile. Il est silencieux, a priori vide, mais en pénétrant dans cet appartement, une odeur de pourriture les saisit à la gorge. Une odeur qu'ils connaissent bien, puisque c'est l'odeur de la mort. Et il n'y a pas âme qui vive, ni dans le salon, ni dans la cuisine, mais bientôt, l'un des policiers donne l'alerte, puisqu'en pénétrant dans l'une des chambres, sur le lit, il y a un cadavre en décomposition. Il n'y a aucune trace de lutte. C'est comme si la personne était morte dans son sommeil. Puis c'est au tour d'un autre policier de donner l'alerte. Dans l'autre chambre de l'appartement, il tombe sur la même scène de désolation. Il y a un corps en décomposition sur le lit. Il ne fait alors aucun doute qu'il s'agit probablement là des deux sœurs. Et d'ailleurs, c'est le cas. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu tuer les deux sœurs? Encore une fois, elles n'ont aucune blessure visible sur le corps, sans compter qu'il n'y a aucun signe d'entrée par effraction dans l'appartement. Alors pour mieux comprendre les choses, il faut remonter à l'année 2017, date à laquelle les deux sœurs sont arrivées en Australie. Originaires d'Arabie Saoudite, elles avaient en réalité organisé leur fuite. Et une fois arrivées en Australie, elles avaient déposé des demandes d'asile. L'une d'elles au motif qu'elle aime les femmes, et l'autre au motif qu'elle est athée. L'une des deux a même affirmé avoir échappé à un mariage forcé. Elle serait, selon elle, en grave danger si jamais elles étaient renvoyées chez elle. Elle craignait alors d'être persécutée, voire pire. Elle s'était alors tournée vers une association venant en aide aux réfugiés et avait ainsi pu bénéficier de visas de protection ainsi que d'un hébergement temporaire. Les deux sœurs avaient même trouvé du boulot pour s'acquitter de leurs charges. Et c'est en 2021 qu'elles avaient emménagé dans leur appartement de Canterbury Road, un appartement de standing situé au niveau d'une artère très fréquentée par les automobilistes comme par les piétons. Un endroit où il fait bon vivre et assez prisé pour son emplacement avantageux. Le début d'une nouvelle vie pour les deux sœurs, mais plutôt que de profiter, plutôt que de voir du pays, de visiter la ville et ses environs, de visiter ce pays qu'elles ne connaissent pas, eh bien elles vont faire tout l'inverse, préférant rester discrètes et ne sortant qu'à de très rares occasions. Rares sont les personnes qui ont pu les approcher. La seule chose que l'on sait, c'est qu'elles sont allées à un événement queer où elles ont fait la rencontre de quelques personnes. Elles leur avaient brièvement parlé de leurs conditions de vie difficiles au pays, elles leur avaient exprimé toute leur gratitude d'être ici en Australie, mais l'un des témoins dira « J'ai eu l'impression qu'elles sortaient très rarement et qu'elles n'avaient pas beaucoup exploré Sydney.
Et cette personne a eu du flair car en réalité, les sœurs ont peur pour leur sécurité. Les quelques temps qui ont précédé leur disparition, elles avaient confié à leur gestionnaire d'immeuble, de manière brève et indirecte, qu'elles se sentaient suivies. Elles avaient l'impression que quelqu'un essayait de leur nuire. Michael Baird, le fameux gestionnaire du complexe d'appartements, a même déclaré à ABC, je cite, « Je pense que les filles avaient très peur de quelque chose. Et nous ne savons pas si c'était quelque chose ou quelqu'un, elles ne nous l'ont pas dit. » Fin de citation. Néanmoins, les sœurs avaient l'habitude d'aller à une station-service située non loin de chez elles. Et tous s'accordent à dire qu'elles étaient polies, voire même amicales. La plus jeune venait y faire des petites courses d'appoint et elle prenait même un café à emporter la plupart du temps. Quant à la plus âgée, elle faisait le plein d'essence. Et si elles étaient polies, pour autant, elles ne parlaient pas, tant et si bien d'ailleurs que les employés pensaient qu'elles ne savaient peut-être pas parler anglais et que c'était là la barrière de la langue. Mais ce n'est pas tout. Asra, la plus grande, en 2018, début 2019, avait déposé une plainte pour violence contre un homme. On ne sait pas de qui il s'agit, une chose est sûre. Asra a ensuite retiré sa plainte. Et cet homme, dont l'identité n'a pas été révélée dans la presse, a cependant été retrouvé et interrogé. Et il a expliqué que non, il n'était pas en couple avec Asra, c'était une amie avec qui il avait sympathisé dans la rue. Selon lui, il s'agissait là, je cite, d'une simple petite bagarre. C'est ça qui aurait motivé Asra à aller au commissariat. Et au moment de leur décès, il disait ne pas avoir revu Asra depuis le dépôt de plainte. Il s'est dit choqué de la mort des deux jeunes femmes. Le gestionnaire d'immeuble va également expliquer qu'il se souvient de cette fois, par exemple, où fin janvier, il avait reçu un email de la cadette, Amal. Elle lui demandait de vérifier les images de vidéosurveillance car quelqu'un aurait, selon elle, volontairement manipulé une livraison de nourriture. Il faut savoir que les deux sœurs étaient si méfiantes qu'elles ne sortaient pas pour faire leurs courses. Elles se faisaient livrer le gros de leurs courses à domicile et demandaient même au livreur de déposer les courses devant leur porte et elles ne les récupéraient qu'une fois le livreur parti. Quelques voisins avaient bien remarqué leur petit manège et en avaient déduit qu'elles étaient soit parano, soit le danger qu'elles redoutaient était réel. En tout état de cause, elles avaient donc demandé au propriétaire de vérifier les images afin d'être sûres que personne n'avait touché à leurs courses. Alors, elles avaient peur de quoi? Est-ce qu'elles avaient peur qu'on empoisonne leurs courses? Est-ce qu'elles avaient peur qu'on y glisse un dispositif d'écoute? Allez savoir. Et après vérification, le gestionnaire n'avait rien remarqué de particulier sur les images. Et tout ça n'annonce rien de bon. Alors les enquêteurs vont tenter d'étudier si quelqu'un essayait véritablement de s'en prendre à elles, ou s'il s'agissait là simplement du fruit de leur imagination. Ils découvriront par exemple un autre incident dont s'étaient plaints les sœurs. Elles avaient contacté le gestionnaire pour se plaindre, cette fois d'une dégradation. Elles avaient expliqué qu'elles avaient eu la surprise de constater que quelqu'un avait touché leur voiture. Elle avait été verrouillée. Elles étaient certaines que c'était là un accident louche et qu'on leur voulait du mal. Le gestionnaire avait mené sa petite enquête et découvert que les jeunes femmes avaient très mal garé leur voiture. Elle empiétait sur l'espace public et il en avait déduit que non, il ne s'agissait pas là d'une attaque personnelle, simplement de quelqu'un qui a dû être offusqué par la façon dont elles avaient garé leur voiture et qui l'avait dégradée pour leur donner une bonne leçon. Et à l'exception de ces rares incidents, il n'y a rien à signaler. Il apparaît qu'avec le temps, les deux sœurs se sont comme barricadées chez elles. Elles n'ouvraient la porte à personne et avaient fini par couper les ponts avec les rares amis qu'elles s'étaient faites en arrivant en Australie. Tant et si bien qu'à la mi-mars déjà, le gestionnaire avait lui-même fini par s'inquiéter. Les sœurs ne répondaient plus à ses sollicitations. On lui avait même signalé que leurs courses s'accumulaient dans le couloir devant leur porte. Alors il avait fini par avoir peur que quelque chose de grave ne leur soit arrivé. Alors il avait déjà, à ce moment, appelé les services de police. C'était 3 mois avant les faits et il leur avait demandé qu'une patrouille de police aille faire un contrôle de sécurité chez ses locataires. Et une patrouille s'était déplacée au domicile des sœurs. Après avoir frappé à la porte, les sœurs leur avaient ouvert et elles étaient toujours aussi méfiantes. Elles avaient même refusé de les faire entrer. De toute évidence, elles se barricadaient encore une fois. Cependant, ce jour-là, les policiers n'avaient rien trouvé de suspect ou d'inhabituel. Selon eux, elles allaient bien. Alors ils étaient partis sans donner de suite à ce contrôle, mais ils ont tout de même noté une timidité maladive. Les deux sœurs étaient blotties l'une contre l'autre et restaient physiquement le plus éloignées possible des policiers.
Mais au-delà de ça, comme le dira l'un d'eux, il n'y avait rien à signaler. Et donc, elles seront retrouvées mortes 3 mois plus tard, et non pas parce qu'un proche n'a pas eu de nouvelles, mais parce qu'elles ne payaient plus leur loyer, chose assez triste finalement. Elles ne s'acquittaient donc plus de leurs 480 $ par semaine, elles qui avaient toujours payé rubis sur l'ongle leurs charges. Puis un autre événement surviendra dans la foulée. Fin mars, cette fois, donc une douzaine de jours après ce contrôle de bien-être. Les 2 sœurs avaient dû faire appel à un plombier à cause d'une fuite. Le plombier, mandaté par le gestionnaire, était passé. Et il avait juste après son intervention contacté le gestionnaire, Michael. Et il lui avait fait part de son inquiétude. Il lui avait expliqué que les 10 minutes qu'ont duré son intervention, les sœurs étaient très méfiantes. Elles étaient restées silencieuses et recroquevillées dans un coin de la pièce, comme, je cite, des moineaux apeurés. Il avait suspecté que quelque chose de louche se tramait dans cet appartement. Une chose est sûre, les 2 jeunes filles voulaient qu'ils s'en aillent le plus rapidement possible. Il avait bien essayé de leur demander s'il y avait un problème, et les 2 sœurs refusaient simplement de lui répondre. Alors il avait essayé de tailler un brin de causette pour apaiser un petit peu cette ambiance qu'il trouvait très pesante, mais rien à faire, les sœurs le fixaient silencieusement, les yeux tout ronds, l'air effrayé. Il a dit à Michael, je cite, « Je ne sais pas. Quelque chose ne va vraiment pas avec cet appartement, quelque chose ne va pas. Les filles ont l'air effrayées pour une raison quelconque, je ne veux plus y retourner. » Fin de citation. Et oui, le plombier lui-même, sans trop savoir pourquoi, ne voulait plus retourner dans l'appartement 115. Son instinct lui disait de rester loin de cet appartement. Mais il était important à ses yeux que quelqu'un garde un œil sur elle, tant tout ça était beaucoup trop bizarre à ses yeux, d'où son coup de fil au gestionnaire. Quant au médecin légiste, en étudiant les dépouilles, il a confirmé l'absence de blessures. Il a expliqué avoir trouvé ça étrange et inhabituel. Il estime la mort entre 1 mois et 6 semaines avant la découverte des corps, c'est-à-dire probablement début mai. Alors forcément, la question qui brûle toutes les lèvres est de savoir si les 2 sœurs ont volontairement et de concert voulu en finir. C'est selon le légiste le plus probable, bien qu'il ne puisse pas affirmer les choses avec certitude. Néanmoins, les résultats toxicologiques ont révélé des traces de ce que l'on pense être des produits chimiques dans leur organisme. Et ce qui tend à aller dans le sens de cette hypothèse, c'est que des bouteilles de produits chimiques, tels que de l'eau de Javel, avaient été découvertes à côté de l'un des corps dans l'une des chambres. Mais encore une fois, le médecin n'est sûr de rien, il ne peut rien affirmer. Il va même, dans le doute, rendre un rapport dit non concluant, allant même jusqu'à parler de mort suspecte, tout en considérant que le plus probable, c'est qu'elle soit passée à l'acte toute seule. Mais beaucoup ne vont pas adhérer à cette dernière théorie du passage à l'acte volontaire, à commencer par le gestionnaire d'immeuble, M. Blair. Lui n'y croit pas. Il a déclaré, je cite, « Je trouve ça bizarre qu'elles ne soient pas restées ensemble jusqu'au bout, qu'elles soient allées dans des pièces séparées, qu'on les ait retrouvées à moitié dévêtues. Pour moi, tout ça est trop étrange. » Fin de citation. Et il faut le dire, il n'a pas tout à fait tort. Beaucoup pensent qu'il y a anguille sous roche, et si tout ça n'était pas qu'une sombre mascarade pour justement déguiser ce qui serait en réalité des meurtres. We don't know the cause of death. It's unusual. Cette semaine après le déclenchement de cette affaire, lors d'une conférence de presse, la police décide, dans le doute, de faire appel au public. Ils décident de diffuser les identités et photos des jeunes filles. Sachez que ni leurs identités ni leurs photos n'avaient été diffusées avant. Ils font ça en espérant, au travers de cet appel à témoins, qu'un proche ne se manifeste. Et il est à noter d'ailleurs que la famille des jeunes femmes restées au pays avait tenté de s'opposer à la publication des identités et des photos des jeunes filles, mais la police avait refusé. Puisqu'à ce stade, seul un appel à témoins pouvait potentiellement faire avancer l'enquête. Toute information, aussi petite soit-elle, pourrait nous aider à déterminer les circonstances qui ont conduit à la mort d'Asra et d'Amal, a déclaré l'inspectrice Claudia Alcroft. Les Australiens découvrent enfin le visage de ces 2 jeunes femmes qu'on a retrouvées mortes dans cet appartement, mais ça ne donnera rien. Encore une fois, c'est compréhensible, elles ne connaissaient quasiment personne et vivaient recluses dans leur appartement. Elles ont bien de la famille au pays, certes, d'ailleurs les policiers vont même essayer d'interroger des membres de leur famille en leur envoyant un genre de questionnaire, mais ils n'ont pas donné suite et ont demandé au consulat d'agir en leur nom. Néanmoins, les premiers éléments de l'enquête vont tendre à les éliminer de la liste des suspects, car selon les policiers, bien que discrets, les plus proches membres de la famille des 2 jeunes filles ont vraiment, selon eux,
essayer d'aider l'enquête et rien ne suggère qu'ils aient été impliqués dans la mort des jeunes filles. Et d'ailleurs, on ne sait rien de la famille des 2 sœurs. Est-ce qu'elles avaient d'autres frères et sœurs? Impossible de savoir. Retour donc à la case départ pour les enquêteurs. Ils vont d'ailleurs étudier une autre piste, bien plus sombre. Et si les 2 sœurs avaient raison? Et si effectivement, une ou plusieurs personnes leur voulaient du mal? Après tout, ne soyons pas naïfs. Ce qu'elles ont fait est très mal vu. Fuir le pays pour s'émanciper, c'est même considéré la plupart du temps comme un grave crime d'honneur. Et si leur famille restée au pays avait décidé de rétablir leur honneur, comme on dit, c'est tout à fait possible. Il existe de nombreux cas où de jeunes saoudiennes qui avaient tenté de prendre la fuite avaient été rattrapées par leurs proches et dont nous sommes sans nouvelles aujourd'hui. Alors comment ne pas penser à cette hypothèse? Et un autre élément troublant va venir comme accréditer la thèse des meurtres. Et il sera dévoilé par une application, Google Maps. Une photo prise en mai révèle que la fenêtre de la cuisine du logement des 2 sœurs était légèrement entrouverte. Et cette découverte a entraîné une nouvelle théorie, celle de la mort par empoisonnement au monoxyde de carbone. Un gaz hautement toxique. Il aurait ainsi été facile de diffuser ce gaz à l'intérieur de l'appartement, puis une fois le travail fait et les 2 sœurs éliminées, ne restait plus qu'à ouvrir une fenêtre pour laisser s'échapper le gaz et éliminer les traces de cet acte malveillant. D'autant plus que les voisins sont catégoriques, les 2 sœurs étaient si parano qu'elles n'auraient jamais laissé une fenêtre ouverte comme ça, de peur que d'une façon ou d'une autre, et même si c'est peu probable, eh bien de peur que quelqu'un ne s'y engouffre. Cependant, pour d'autres, ça ne veut rien dire. C'est peut-être là juste la preuve qu'elles étaient toujours en vie à ce moment-là et qu'elles aéraient simplement leur maison. Oui, après tout, ça se tient. Sans compter que les policiers ont analysé les images de vidéosurveillance. Des voisins leur avaient parlé, par exemple, d'un homme qui traînait dans le coin. Et effectivement, cet homme apparaît sur les images de vidéosurveillance. Néanmoins, les policiers n'ont rien noté de suspect. Il apparaît dans un coin de la cour où se situe un fast-food très fréquenté par les conducteurs Uber de la ville. Et selon les policiers, cet homme est sans doute l'un d'entre eux qui a l'habitude de fréquenter le snack. Et par ailleurs, encore une fois, il apparaît qu'il n'essayait pas de s'infiltrer dans l'ensemble de l'immeuble. Il n'avait pas l'air de surveiller quelque chose, rien de tout ça. Donc en plus de ne pas avoir pu confirmer son identité, les enquêteurs l'ont cependant écarté de la liste des suspects. Et d'ailleurs, peut-être même que la présence de ce snack, devenu le QG des chauffeurs Uber de la ville, avait peut-être effrayé davantage, qui sait, les sœurs. En parallèle, en août, soit 2 mois environ après les faits, les corps ont été en toute discrétion rapatriés en Arabie Saoudite. Les policiers en ont été frustrés car il devait y avoir d'autres analyses sanguines et toxicologiques. Donc, 2 mois après cette macabre découverte, la mort reste un mystère et en plus on ne peut plus effectuer de nouvelles analyses. Une seconde expertise toxicologique sera malgré tout effectuée sur la base des premiers prélèvements déjà effectués, mais en vain, la faute à l'état de décomposition des corps qui n'a pas permis d'en savoir plus selon les spécialistes. Et depuis, personne n'a été arrêté et la police ne sait toujours pas comment 2 jeunes femmes apparemment en bonne santé sont mortes au même endroit, au même moment et sont restées là sans être détectées pendant 1 mois. Mais les langues, avec les mois qui passent encore et encore, eh bien vont tout de même se délier toujours plus. Selon un proche à elle, ayant, je cite, une parfaite connaissance de leur situation, sans qu'on ne sache pour autant de qui il s'agit, eh bien ce proche a expliqué que les 2 sœurs leur avaient dit qu'elles étaient terrifiées par un membre de sexe masculin de leur famille, sans pour autant dire qui. Seule certitude, il s'agit là d'un parent. Et une autre source restée anonyme a quant à elle déclaré que les 2 sœurs se pensaient suivies par un détective privé. Leur voisin direct, habitant le logement mitoyen, déclara quant à lui qu'il n'a croisé les filles qu'une seule fois, un jour, en sortant du parking, ce qu'il avait trouvé étonnant. Habituellement, entre voisins, on se voit, on s'entend sortir de temps en temps, mais pas elles. Elles étaient de vrais fantômes. Un ouvrier, travaillant habituellement d'ailleurs dans le complexe, et qui était présent quand les policiers ont fait leur macabre découverte, a expliqué avoir vu 2 colliers crucifix qui gisaient sur le sol de l'une des 2 chambres. Alors les sœurs se seraient-elles converties? Peut-être que ce collier signifiait tout autre chose pour elles, qui sait? Et ce même témoin a aussi déclaré que les semaines précédant la découverte, il avait vu un homme inconnu qui traînait dans le hall. Et il l'avait à nouveau aperçu quelques jours plus tard. Et c'était un homme typé Moyen-Orient. Alors il l'avait arrêté la 2e fois, lui demandant ce qu'il faisait là, et quel appartement il venait visiter. Ce à quoi l'homme avait répondu: l'appartement 115. L'air de dire même qu'il y habitait.
Et ça avait surpris l'employé connaissant la méfiance des occupantes de l'appartement 115. Mais il s'est dit après tout, pourquoi pas. Mais malheureusement, on ne sait rien de plus sur cet homme. Sachez que les images de vidéosurveillance sont régulièrement effacées pour laisser place aux nouvelles, donc impossible de tout vérifier par caméra de surveillance. Et en remontant plus loin dans le temps, les officiers découvrent qu'avant, dès octobre 2018, elles avaient habité 18 mois dans un vieil appartement de Smithfield, qui est un autre quartier de Sydney. Le fameux appartement mis à leur disposition par l'association, et leurs anciens voisins les ont décrites comme de gentilles personnes bien éduquées. Elles avaient simplement l'air de vivre en décalé, dormant le jour et vivant la nuit. À cette époque, elles étaient discrètes, certes, mais absolument pas de manière maladive comme elles le seront plus tard. Elles se confiaient même à leurs voisins. Elles avaient expliqué à Rita, une petite voisine, qu'elle faisait des études de management et qu'à côté de ça, elle travaillait pour une entreprise de fabrication de panneaux de signalisation. Quant au père de Rita, il a déclaré, je cite, « J'ai dit à ma femme que je me sentais mal pour ces filles. Des jeunes filles seules comme ça, j'ai été surpris quand elles sont arrivées, car elles ressemblaient à des enfants, surtout la plus jeune. Elle avait l'air d'avoir seulement 13 ans. Jamais vous n'auriez pu deviner qu'elle était majeure. » Fin de citation. Et donc, comme je vous le disais, elle ne recevait jamais personne, à l'exception d'un homme. C'était, selon Rita, le petit ami de l'aîné. Elle a dit que c'était, je cite, un homme irakien avec une barbe. Ça nous a fait tiquer, dira plus tard Rita, mais elle n'en sait pas plus. Alors serait-ce lui, l'homme de Fairfield, visé par cette demande d'éloignement pour cause de violences domestiques qu'avait fait Asra fin 2018, avant de retirer sa plainte quelques semaines plus tard? Qui sait? Le même qui disait n'être qu'un ami? Possible, mais impossible d'en être sûr. Les journalistes ont cependant enquêté et ont cependant découvert que le patronyme de l'homme de Fairfield était d'origine irakienne. Alors c'est plus que possible. Et tout ce qu'on ne sait pas, les policiers, eux, le savent, mais pour préserver l'enquête, ils n'ont pas révélé ces éléments au public. Sachez qu'au moment de leur mort, leur demande d'asile était en cours, et beaucoup de questions demeurent. Déjà, le mystère qui entoure leur fuite en Australie. Dans leur cas, une femme pour voyager seule doit avoir l'autorisation d'un parent. On peut se demander par quel subterfuge elles ont pu ne serait-ce que prendre l'avion direction l'Australie. Rien que ça, c'est un parcours du combattant. De pauvres femmes en fuite sont par exemple bloquées en Malaisie ou en Thaïlande et renvoyées de force dans leur pays, les exposant ainsi à un grand danger. Des femmes se font même refouler à l'aéroport de Sydney. Donc c'est là une entreprise hautement périlleuse que de prendre la fuite comme l'ont fait les sœurs. Il n'y a pas 36 solutions pour ces femmes. Soit elles réussissent, soit elles échouent, et si elles échouent, souvent, elles disparaissent de la surface de la Terre. Et aussi, il faut le dire, il n'a rien d'étonnant à ce que les deux sœurs aient été effrayées de la sorte, tant le danger était réel. Parfois, des familles se lancent aux trousses de ces fugueuses, même pas que parfois d'ailleurs. Elles sont trouvées, renvoyées de force au pays, et puis ensuite, et encore une fois, c'est toujours pareil, elles disparaissent. Plus personne n'entend parler d'elles. On ne sait même pas quelles sont leurs conditions de vie au pays, ni même si elles sont encore en vie. Une femme ayant fui, comme les sœurs, a expliqué, ils récupèrent leur femme par peur du regard des autres. « Oh d'accord, ta fille s'est enfuie, alors c'est que tu n'as pas été assez fort pour discipliner ta fille. » Et souvent, les sœurs ne seront pas épousées car elles sont considérées comme leurs sœurs fugueuses. Alors qui étaient vraiment ces deux sœurs? Qui voulaient-elles devenir? Est-ce qu'elles étaient suivies? Ont-elles sombré dans la paranoïa? Est-ce là un délire collectif comme on a déjà pu le voir? Impossible de le savoir. En tout cas, des journalistes d'ABC ont enquêté sur cette affaire en se déplaçant plusieurs jours de suite devant l'immeuble des deux sœurs et ils ont eu une désagréable expérience. Ils ont été photographiés par un homme qui passait en voiture. Cet homme voulait qu'ils se sentent pistés. Il voulait clairement les intimider, l'air de dire, selon les journalistes, « Je vous surveille, faites attention à vous ». Voilà. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Les policiers sont bien eux-mêmes incapables de se prononcer, mais s'ils devaient ne garder qu'une théorie, ce serait celle de la disparition volontaire. Ils pensent que les deux sœurs auraient fait un pacte et décidé d'en finir ensemble. Pour quelles raisons et si c'est vraiment le cas, allez savoir. Rappelons encore une fois qu'elles avaient des visas valides et qu'elles ne risquaient pas d'être expulsées d'Australie d'aussitôt. Cependant, d'après nombre d'associations, il y a anguille sous roche. L'autre hypothèse, c'est qu'elles étaient véritablement suivies et que quelqu'un a réussi à pénétrer dans cet appartement et que ce quelqu'un a empoisonné les deux sœurs grâce à des substances qui peuvent être non détectables, le monoxyde de carbone par exemple, et qu'il s'agit là de meurtre déguisé en suicide pour établir l'honneur de la famille. Voilà. Dites-nous, vous, vos théories, ce que vous en pensez au vu de tous les éléments qu'on vous a donnés.
Alors on voit que ça va dans un sens, puis ensuite que ça accrédite l'autre théorie, puis l'autre théorie. En tout cas, comme toujours, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les YouCrime Sisters. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.